Né le 13 janvier 1963. Peter Gerard Scully est né et a grandi dans la ville australienne de Melbourne. On sait peu de choses sur son enfance, bien qu'on pense qu'il a été élevé catholique par deux parents irlandais, écossais stricts après avoir obtenu son diplôme universitaire. Peter a gagné sa vie en tant que promoteur immobilier et est devenu exceptionnellement riche dans le processus au milieu des années 2000. Peter vivait avec sa femme et ses deux enfants dans une grande maison de 4 chambres dans la banlieue de Melbourne. Il avait une vie que presque tout le monde envirait. Mais un jour, son monde entier a commencé à s'effondrer en 2011. Peter et ses partenaires ont été contraints de déclarer faillite après qu'un de leurs projets de développement semble avoir complètement échoué. Très peu de travail avait été fait sur le site de construction actuel. Mais Peter et sa société ont affirmé que chaque centime du fonds d'investissement de 2,6 millions de dollars avait disparu. Naturellement, leurs investisseurs n'étaient pas contents et ont engagé des poursuites judiciaires contre Peter et ses partenaires. Peter a affirmé qu'il pouvait justifier les pertes d'une manière parfaitement légale, mais en réalité il se préparait déjà à fuir le pays depuis des années. Il avait escroqué des investisseurs pour leur soutirer de l'argent et ce qui équivalait à une escroquerie de Ponzi très bien déguisée. Au moment où il est apparu que Peter agissait effectivement illégalement, il avait déjà fui l'Australie avec un faux passeport avant d'établir une toute nouvelle identité dans la capitale des Philippines, Manille. Une fois qu'il avait établi un certain degré d'anonymat et sachant que Manille était le premier endroit où la police philippine le rechercherait, Peter a voyagé par voie terrestre et maritime avant d'atteindre l'île la plus au sud de Mindanao. C'est ici que Peter a commencé à se construire une nouvelle vie, et bien qu'il ait réussi à fuir l'Australie avec une quantité considérable d'argent des investisseurs, ses goûts coûteux signifiaient que ce ne serait qu'une question de mois avant qu'il ne soit à nouveau complètement fauché. Peter avait besoin d'un moyen de gagner sa vie, mais il ne pouvait pas le faire légalement car cela révélerait presque certainement son emplacement aux autorités. Il n'avait évidemment pas peur d'opérer en dehors des contraintes légales, mais avec sa réputation en lambeaux, il n'y avait aucun moyen pour lui d'obtenir un investissement extérieur fiable. Peter avait besoin d'argent, il en avait besoin de beaucoup, et il en avait besoin rapidement. Alors nous nous tournons vers le plus sombre et le plus dépravé de tous les réseaux en ligne marché. L'exploitation des enfants avec l'aide de 2 femmes philippines nommées Karma, Sur Alvarez, et Lisel Margallo Castagna. Peter a commencé à créer l'un des sites web d'exploitation d'enfants les plus maléfiques et les plus prolifiques de l'histoire contemporaine. Il envoyait Alvarez et Castagna dans certaines des villes et villages les plus pauvres de Mindanao, en promettant une généreuse compensation financière aux parents de tout enfant, prêts à les remettre pour une séance photo. Les enfants étaient ensuite rendus quelques jours plus tard, visiblement secoués mais avec des liasses d'argent considérables avec eux. Les enfants n'ont jamais parlé des épreuves auxquelles ils avaient été confrontés aux mains de Peter et de ses soi-disant petites amies, et ceux qui l'ont fait ont été soit étouffés, soit ignorés. Les abus atroces qui ont eu lieu lors des séances photos de Peter ont été enregistrés avant que les vidéos ne soient téléchargées sur un forum de messagerie du dark web qu'il a créé, nommé No Limits Fun. La plus notoire de ces vidéos s'intitulait Daisy's Destruction et dépeint les abus méprisables de 3 filles philippines mineures. Un simple aperçu a été téléchargé sur la page web, pendant que Peter proposait aux visiteurs l'enregistrement complet non édité pour environ 10 000 $ américains. L'un des agresseurs les plus actifs de la bande est Lisel Margallo, 19 ans, qui avait elle-même été victime de trafic au même âge que les enfants qu'elle a fini par abuser pendant 5 longues années. Peter et ses complices ont continué à trafiquer et à abuser des enfants jusqu'au jour où Karma Alvarez semble avoir changé d'avis à la connaissance de Karma. La routine de Peter était simple. Il trompait un parent pour qu'il lui donne son enfant, enregistrer leur exploitation et le rendre avec de l'argent. Mais même cela s'était avéré trop lourd pour sa conscience. Elle l'a apparemment poussé à augmenter sa tranche d'âge, pour ainsi dire, et à introduire de l'alcool aux filles, afin qu'elles ne souffrent pas autant pendant les abus. Peter semblait avoir accepté cela, car en 2015, il a persuadé 2 adolescentes de revenir chez lui en leur promettant de la nourriture et de l'alcool. Les filles sont venues volontairement au début, mais quand il est devenu évident que Peter avait l'intention d'abuser d'elles et de le documenter non moins, elles ont tenté de s'échapper
Peter et son photographe dont l'identité reste floue ont appréhendé les filles en train de s'échapper avant de les battre brutalement et de les traîner dans les maisons ou dans les caves. Chaque fille a été forcée de creuser sa propre tombe. Avant que Peter n'annonce qu'elles allaient être enterrées vivantes, les filles ont supplié et plaidé pour leur vie, jurant sur tout ce qui leur était cher qu'elles ne diraient jamais un mot de ce qui s'était passé ce soir-là. Ce n'est qu'à ce moment-là que Peter a prévu de les laisser partir, confiant que la peur scellerait à jamais leurs lèvres. Mais avant cela, il a décidé de les garder quelques jours de plus juste pour s'assurer qu'il avait bien fait comprendre son point de vue. C'est pendant cette période de captivité que les filles ont été découvertes enchaînées dans le sous-sol par Karma Alvarez, horrifiée par ce que Peter avait fait. Elle a attendu que Peter quitte la maison, puis a libéré les filles de leurs liens et leur a permis de s'échapper. Elle s'est ensuite rendue au poste de police le plus proche et a raconté toute l'histoire sinistre à une paire de policiers médusés. Pour localiser et infiltrer Peter réseau d'exploitation du dark web, la police philippine a fait appel à l'aide de l'équipe nationale néerlandaise d'exploitation des enfants. Les barrières internationales dans cette enquête ont disparu très rapidement, a noté le détective néerlandais Farid El Hamoudi. Tout le monde voulait la même chose, mettre les responsables derrière les barreaux. Les hackers en chapeau blanc du N7 ont fait un travail rapide des défenses numériques du site web. C'était une avancée bienvenue, mais ce qu'ils ont trouvé n'était rien de moins que traumatisant. Le site web de Peter représentait l'une des plus grandes collections d'images exploitantes jamais trouvées par la police, avec des centaines de milliers d'images, représentant des milliers et des milliers de victimes potentielles. Les propres contributions de Peter n'étaient que la pointe de l'iceberg, mais ce que la police a trouvé le plus dérangeant était la simple demande de nouveaux contenus. Le nombre exact de ventes réalisées par Peter n'a jamais été rendu public, mais les millions de dollars de crypto-monnaies saisis dans son portefeuille numérique nous donnent une idée du volume absolu. Quand est venu le temps de menotter Peter, un dragnet international a assuré qu'il n'avait aucune échappatoire aux Philippines ou aux territoires environnants. La police a finalement suivi Peter jusqu'à Malé Bay City, où il a été arrêté le 20 février 2015. Son arrestation et sa condamnation a conduit à l'arrestation d'un autre prédateur australien, Matthew Graham, 22 ans, utilisant le pseudonyme Lux Graham, dirigeait un certain nombre de sites qu'il appelait « sites de Earthcore » sur le dark web. Ces sites web se spécialisent dans la prolifération de vidéos d'exploitation d'enfants particulièrement violentes, et lors de son procès, Graham a dégoûté les personnes présentes en affirmant qu'il avait agi au nom de la liberté. Lors de son propre procès, Peter Scully a fait face à un total de 75 chefs d'accusation criminels, la plupart d'entre eux concernant le trafic et l'exploitation d'enfants. Il a été jugé avec deux autres hommes, un Brésilien nommé Jano Caetano de Oliveira et un Allemand nommé Christian Rusch, qui auraient joué un rôle intime dans l'enregistrement et la diffusion des crimes de Peter. Les procureurs ont pu confirmer que Peter et ses compagnons maléfiques ont créé une vidéo impliquant la torture et l'exploitation d'un bébé de 18 mois. Des extraits de la vidéo ont été montrés au jury, qui a ensuite décrit comment la fille avait été pendue la tête en bas pendant que les abus avaient lieu. Il convient de noter que les images étaient si explicites que plusieurs membres du jury ont demandé une aide psychologique. Après le procès, alors que les procureurs ont admis avoir été traumatisés à la fin du procès, c'était la chose la plus dévastatrice que j'ai jamais vue, a déclaré Ruby Malinog. J'ai pleuré en les regardant. En fait, j'ai envie de pleurer à l'instant. En parlant de cela, j'avais du mal à croire ce que je voyais et à croire que quelqu'un puisse faire de telles choses à des enfants. L'une des principales personnalités du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a qualifié cette affaire de la chose la plus horrible à laquelle elle ait jamais eu à faire face. Les crimes de Peter étaient si graves que le gouvernement philippin a flirté avec l'idée de réintroduire la peine de mort qui avait été abolie moins de 10 ans auparavant. Le procureur en chef du nord de Mindanao, Jamie Umpa, a déclaré que si j'avais le choix, ce serait la mort pour Scully. Je voulais que cela se produise. Nous devons envoyer un message fort aux autres. S'ils viennent aux Philippines et torturent et maltraitent nos enfants de cette manière, ils feront l'objet d'une enquête avec toute la force de la loi et seront exécutés. À un moment donné pendant le procès, Peter Scully a semblé rire et plaisanter avec ses confidents,
Mais lorsqu'il a été reconnu coupable d'un chef d'accusation de trafic d'êtres humains et de 5 chefs d'accusation de viol sur des filles mineures, il n'a pas vu le côté drôle des choses. Les 6 chefs d'accusation étaient suffisants pour obtenir une peine de prison à vie, mais tous les crimes de Peter n'ont pas été jugés. En novembre 2022. Peter a reçu une 2e condamnation et a été condamné à 129 ans de prison supplémentaire, tandis que son complice plus repenti, Karma Alvarez, reçoit la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle. Lazo Margario Castaña a été condamné à 126 ans de prison pour avoir participé activement à l'exploitation de 2 autres complices. Alexander Lowe et Maria Dorothea Chia, qui auraient joué un rôle moindre dans le réseau d'exploitation, ont été condamnés à 9 ans chacun depuis son emprisonnement. Peter s'est plaint des conditions dans la prison où il est détenu, affirmant que la surpopulation et la sous-alimentation ont conduit à une détérioration rapide de sa santé. Le directeur de la prison, Ferdinand Pontillo, a déclaré aux médias qu'il voulait être choyé avec de la nourriture de luxe dans le téléphone portable afin de pouvoir passer des appels internationaux. Il veut les mêmes conditions que dans les prisons australiennes, mais nous ne sommes pas en Australie. Peter a refusé de commenter les allégations, mais il va de soi que sa maison de toujours est gravement surpeuplée. La prison de Davao et Pino Farm ont été construites pour abriter pas plus de 350 prisonniers, mais en novembre 2022, il abritait près de 2000 détenus, mais il est difficile de ressentir de la sympathie pour un homme qui a montré un manque aussi méprisable de pitié ou d'empathie pour ceux dont la vie a réussi à tout détruire pour son propre gain financier pervers. Mais l'aspect le plus terrifiant de l'affaire Peter est peut-être que l'emprisonné n'a à peine fait qu'une brèche dans l'effort continu pour débarrasser le monde de l'exploitation des enfants. Il y a beaucoup d'autres monstres comme Peter qui se cachent dans les coins les plus sombres et les plus interdits du dark web, dédiés à la diffusion de la saleté la plus odieuse et la plus impardonnable connue de l'homme. La seule lueur d'espoir d'un nuage aussi sombre et menaçant est que pour chaque prédateur maléfique du dark web, il y a une 12aine d'agents des forces de l'ordre tout aussi dévoués qui ne veulent rien de plus que de les menotter. Né le 24 octobre 1988, Matthew Alexander Falder a grandi dans une famille de la classe moyenne supérieure dans le petit village anglais de Knutsford et Cheshire. Il a ensuite étudié à la King's Secondary School, à proximité de Macclesfield, où il a apparemment excellé dans ses études, avant d'être accepté pour étudier l'océanographie sismique à l'université de Cambridge Clara College, après avoir obtenu un baccalauréat. Matthew a continué dans le milieu universitaire en obtenant une maîtrise et un doctorat tout au long de ses années d'études prolongées. Il est ensuite devenu chercheur post-doctoral et conférencier à l'université de Birmingham et était un jeune homme extraverti populaire avec un cercle social large et soudé. Ses amis l'ont décrit comme hilarant et plus grand que nature, mais Matthew abritait un secret sombre et profond aux proportions horribles pendant sa première ou deuxième année d'université. Matthew partageait une maison avec plusieurs autres jeunes étudiants. C'était le genre de logement que les Américains pourraient qualifier de mixte, où les étudiants sont chargés de choisir les colocataires les plus appropriés ou les uns les autres, quel que soit leur sexe. C'est ainsi que Matthew a fini par vivre avec une jeune femme anonyme qui a parlé de son sens de l'humour, parfois exubérant. À une occasion, Matthew a plaisanté avec la femme à propos de la filmer en secret pendant qu'elle utilisait la salle de bain partagée de la maison. La suggestion était si ridiculement hors de caractère pour Matthew que la femme a simplement ri et n'a pas pris la suggestion au sérieux du tout, mais la vérité était que Matthew l'avait vraiment filmée pendant qu'elle prenait sa douche. Ce n'était pas une blague. C'était un aveu doux. Et comme cela n'a pas été pris au sérieux, cela a encouragé Matthew à continuer un tel comportement prédateur, et puis au fil des années, Matthew s'est enfoncé de plus en plus profondément dans un réseau de dépravation numérique, aboutissant à l'une des poursuites pénales les plus pénibles de l'histoire judiciaire britannique comme beaucoup de ses pairs. Matthew a passé beaucoup de temps à utiliser un ordinateur pour la recherche, l'écriture et l'étude, mais comme Matthew était un chercheur purement dévoué, il était collé à un clavier entre 12 et 16 heures par jour. D'autres auraient pu trouver que fixer un écran aussi longtemps était quelque peu fastidieux,
Mais Matthew n'avait pas de problème avec ça du tout. Tout ce qu'il aimait dans la culture Internet, c'est qu'il avait commencé à naviguer dans ses exploits et son fonctionnement interne. Matthew a commencé à se familiariser avec ce qu'on appelle Tor. Tor est en fait un acronyme pour le routeur en oignon, une variété de logiciels open source gratuits qui permettent la navigation et la communication en ligne anonyme. Il dirige le trafic Internet via un réseau mondial gratuit composé de plus de 7000 relais, tous entretenus par des bénévoles dévoués. Tor protège la vie privée d'un utilisateur en dissimulant son emplacement et son utilisation à quiconque effectue une surveillance du réseau ou une analyse du trafic. Mais comme tout outil, ils peuvent être utilisés pour le bien ou pour le mal. Le seul facteur décisif est l'intention de l'utilisateur, et dans le cas de Matthew, son intention n'était rien de moins que le mal. Matthew a commencé à utiliser son nouvel anonymat pour accéder à des sites web d'exploitation d'enfants violents connus sous le nom de sites Earthcore, sous les noms d'utilisateurs 666 Devil and Evil Mind. Matthew a non seulement visionné certaines des vidéos les plus dérangeantes qui existent, mais il les a également téléchargées et diffusées dans d'autres recoins du dark web. Ces vidéos n'incluaient pas seulement celles qui montraient la maltraitance des enfants, mais aussi la torture et l'exécution d'adultes, de personnes âgées et d'animaux. Naviguant sur des sites tels que Comme une blessure au cœur et Un plaisir sans limite était l'idée de Matthew pour se détendre après une dure journée de recherche, mais Matthew a également eu son pied d'autres manières à un moment donné vers l'année 2009. Matthew a commencé à pêcher au chat une série d'utilisateurs Internet sans méfiance. Au début, c'était un plaisir inoffensif comme contacter des vendeurs en ligne pour exiger des prix scandaleusement bas pour leurs produits, puis cela a dégénéré en une pêche aux chats naïves. Les jeunes se rendent dans des endroits reculés pour des rendez-vous qui n'ont jamais eu lieu. Mais au lieu de s'ennuyer de telles bêtises, Matthew a continué à accroître la portée et l'ampleur de ces incidents de catfishing, et plus il le faisait, plus il devenait sombre. On pense qu'au début des années 2010, Matthew est tombé sur une publicité sur la place de marché en ligne Gumtree. Comme il avait été posté par une fille de 14 ans qui souhaitait se trouver un travail de babysitting le week-end afin de gagner de l'argent de poche en se faisant passer pour une étudiante en art du même âge, nommée Liz Matthew, a contacté la fille anonyme, a engagé la conversation et a lentement commencé à gagner sa confiance au cours de leur conversation. Liz a dit à la fille anonyme qu'elle dessinait ou peignait une série d'images de nature morte de sujets humains. C'est ainsi que Matthew a lentement et méthodiquement convaincu la fille anonyme d'envoyer des photos compromettantes d'elle-même, tout cela sous l'impression que ses motivations étaient relativement innocentes. Mais quand elle l'a fait, le piège a été déclenché. Matthew a révélé qu'il n'y avait pas de Liz, et que si sa victime adolescente ne se conformait pas à tous ses caprices, les photos compromettantes pourraient être divulguées en ligne. Il a pris son temps pour décider quelle serait sa première tâche, et quand il a finalement envoyé sa demande par email à sa victime encore sous le choc, elle était plus qu'horrifiée. Matthew a ordonné à la fille de prendre une photo d'elle-même en train de lécher un siège de toilette dans son lycée. La tâche serait non seulement extrêmement humiliante et insalubre pour sa victime, mais cela servirait de matériel de chantage supplémentaire, assurant ainsi sa conformité continue la victime, qui ne peut pas être nommée pour des raisons juridiques en raison de son âge, au moment de l'infraction, a ensuite fait une déclaration anonyme aux médias britanniques. J'avais honte qu'elle ait dit que ces photos étaient horribles, et je ne voulais pas que mes amis pensent que je voulais faire ça. Mais j'avais aussi l'impression que personne ne me comprendrait ou ne me croirait, parce qu'il n'y avait personne là-bas qui me tenait un couteau et me forçait physiquement à le faire, même si c'est ce que je ressentais chaque jour pendant des mois. Matthew envoyait des SMS à la fille, avec des demandes de plus en plus perverses et dangereuses chaque jour. Quand je me réveillais, il y avait un message. Elle disait « Quand je rentrais de l'école, il y avait un message, même quand nous ne parlions pas, j'étais anxieux parce que j'attendais juste le prochain message à venir. » Le stress de l'épreuve a eu un effet dévastateur sur les études et les relations de la fille. Elle a arrêté de parler à sa famille. Elle a arrêté de sortir. Chaque moment d'éveil a été passé à essayer d'apaiser la volonté de Matthew, d'empêcher que les photos ne soient divulguées. Finalement, alors que la fille s'approchait de là au bord d'une dépression nerveuse complète,
Elle a supplié Matthew de la laisser tranquille et d'avouer vouloir se suicider dans une sorte d'abus journal qu'il tenait sur l'un de ses sites web hardcore préférés. Matthew a longuement écrit sur le tourment qu'il a infligé. Il s'est vanté d'avoir piégé la jeune fille de 14 ans dans un réseau d'hommes noirs et d'humiliation, affirmant que son intention était de la faire exploser mentalement, et qu'il s'en fichait qu'elle vive ou meure. D'autres entrées de journal comprenaient une liste intitulée « 100 choses que nous voulons voir au moins une fois ». 2 des points inclus étaient une jeune fille, utilisée comme cible de fléchettes, et une vidéo montrant les os d'un enfant lentement et délibérément brisé lorsque la jeune fille anonyme a évoqué le sujet de se suicider. Matthew l'a en fait encouragé à le faire en affirmant qu'il avait déjà téléchargé des photos d'elle pour nuire à des sites web de base sur le dark web. Si elle se suicidait, ces mêmes photos se retrouveraient dans les boîtes de réception de sa famille, de ses amis et de ses professeurs. On ne sait pas quand ni comment la jeune fille anonyme a réussi à échapper à Matthew. Mais nous savons que dans au moins un cas, si Matthew a mis ses menaces à exécution et a envoyé des photos compromettantes de la jeune fille à ses propres parents, il est plus que probable qu'il s'agisse de la même fille d'Anonymous qui a donné des interviews à la suite de son calvaire, car à un moment donné, elle aurait déclaré « Je ne parle plus du tout à ma famille. Je suppose que pour moi j'avais l'impression qu'ils ne comprendraient pas quand je leur ai finalement dit. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont essentiellement dit que c'était de ma faute et c'est ainsi que la relation s'est rompue. Ayant terminé le cycle de manipulation, de chantage et d'abus, Matthew est simplement passé à une autre victime, et l'Internet contemporain a prouvé que les choix de riches pour un prédateur aussi sournois utilisaient une série de 70 faux personnages soigneusement conçus. L'opération de chantage de Matthew a continué pendant de nombreuses années et avec de nombreuses victimes distinctes. L'identité de la plupart de ces victimes est restée un secret bien gardé, mais en utilisant une ventilation des accusations portées contre lui, nous pouvons dresser une image assez détaillée de ce que Matthew les a forcés à faire. Certaines de ces accusations sont tout simplement trop obscènes, même pour une chaîne de crimes durs et vrais comme celle-ci. Mais des accusations les plus intéressantes et les moins obscènes, il y en avait, et je cite, le travail forcé obligatoire. Cela signifiait que Matthew avait fait chanter l'une de ses victimes pour qu'elle effectue des tâches insignifiantes pour lui, ce qui en faisait essentiellement un esclave des temps modernes. Matthew a également été accusé de 3 chefs d'accusation de participation aux activités d'un groupe du crime organisé, ce qui signifie qu'il y a de fortes chances que Matthew ait partagé des preuves de ses crimes avec un grand réseau en ligne de prédateurs. Mais ce n'était pas seulement image indécente que Matthew a partagé. Le service des poursuites de la couronne du Royaume-Uni a ensuite accusé Matthew de 2 chefs d'accusation de possession d'un manuel de prédateur. L'un aurait simplement été téléchargé par Matthew et aurait été écrit par une autre source, tandis que le second manuel de ce type a presque certainement été composé par Matthew lui-même et détaillait exactement comment il était capable de faire chanter tant de personnes différentes, de nombreux horizons différents. En même temps, ce manuel a presque certainement été trouvé et téléchargé par un autre prédateur britannique, un homme de Norfolk de 36 ans du nom de David Wilson, qui a admis 96 délits liés à l'exploitation d'enfants début 2021. Il semble que l'enquête sur les activités en ligne de Matthew ait commencé en 2013 et qu'au cours des 4 années suivantes, l'Agence nationale britannique de la criminalité serait rejointe par nul autre que le MI6, la sécurité intérieure américaine et la police fédérale australienne. La portée et l'ampleur des délits de Matthew étaient si horribles que même une agence de renseignement israélienne anonyme s'est impliquée dans l'opération qu'il a nommée comme l'un des cybercriminels les plus prolifiques et les plus dangereux du monde entier. Au début, William Kerr, de la NCA britannique, s'est plaint que les entreprises technologiques ont fait preuve d'une coopération moins qu'idéale lors de leur enquête sur l'identité de Matthew. Il a déclaré qu'il fallait leur montrer des images de filles mineures mangeant leurs propres excréments avant qu'elles ne prennent l'enquête au sérieux, bien qu'il n'ait nommé aucune entreprise en particulier. Kerr a également affirmé que leur manque de coopération avait permis à Matthew de continuer à commettre des délits beaucoup plus longtemps que s'ils avaient pleinement coopéré à leur enquête, peu importe après une enquête longue et approfondie sur ses activités en ligne, y compris un agent infiltré le filmant à l'aide d'une minuscule caméra à boutons. Les policiers ont appréhendé Matthew sur son lieu de travail
et il a été arrêté le 21 juin 2017. Après son audience initiale le 16 octobre de la même année, Matthew a plaidé coupable de 137 délits distincts contre 46 victimes distinctes. 4 mois plus tard, il a été condamné à 32 ans de prison avec une libération conditionnelle supplémentaire de 6 ans après sa libération finale. Le juge Philip Parker a décrit Matthew comme déformé et sadique et que son comportement était rusé, persistant, manipulateur et cruel, et qu'il se délectait clairement de la douleur et de l'angoisse qu'il causait. Ruana Igoriovu, un procureur spécialisé de haut rang du Crown Prosecution Service du Royaume-Uni, a déclaré que Matthew Falder est un individu hautement manipulateur qui a clairement aimé humilier ses nombreuses victimes. L'impact de son délit dans cette affaire a été significatif. Il a délibérément ciblé des victimes jeunes et vulnérables. Au moins 3 victimes sont connues pour avoir tenté de se suicider et d'autres se sont automutilées. Il y avait un degré élevé de sophistication et une planification importante de la part du père, en raison de son utilisation de logiciels et de technologies de cryptage, et de sa communication électronique, et de l'utilisation de plusieurs fausses identités en ligne et d'adresses électroniques cryptées. Matt Sutton, un agent de l'Agence nationale de la criminalité qui a également travaillé sur l'affaire, a ajouté qu'en plus de 30 ans dans les forces de l'ordre, je n'ai jamais rencontré un délinquant dont la seule motivation était d'infliger une angoisse et une douleur aussi profondes. Matthew Falder s'en est délecté. Je n'ai également jamais connu une enquête aussi extrêmement complexe avec un délinquant qui était doué en technologie et capable de rester caché dans les recoins les plus sombres de cette enquête, représente un tournant. Falder n'est pas seul. Nous allons donc continuer à développer et à fournir nos capacités à l'échelle nationale pour l'ensemble du système d'application de la loi afin d'empêcher les délinquants comme lui de détruire des vies innocentes. Je félicite les victimes pour leur courage et j'exhorte toute personne victime d'abus en ligne à le signaler. Une aide est disponible immédiatement après sa condamnation. Matthew et son avocat ont lancé un appel affirmant que 32 ans de prison était une punition beaucoup trop sévère pour quelqu'un qui n'avait jamais blessé physiquement aucune de ses victimes. De manière choquante, l'année suivante, sa peine a été réduite de 32 à 25 ans, avec 8 ans supplémentaires de liberté conditionnelle. Lorsque la nouvelle de la réduction a fait la une des journaux, cela a provoqué un grand tollé public, mais la commission des libérations conditionnelles de Matthew n'a pas tardé à ajouter que s'il représentait toujours une menace pour les enfants à 25 ans, il serait contraint de purger la totalité des 32 ans avant d'être libéré début 2018. L'université de Cambridge a déclaré qu'elle recherchait activement des méthodes pour dépouiller Matthew de ses qualifications académiques, à l'époque où il n'y avait aucun précédent de processus de destitution pour ses anciens élèves, et avec un manque d'histoire de suivi, il est raisonnable de supposer que le diplôme de Matthew ne lui a pas été retiré. Mais même si tout lui a été retiré, cela n'efface toujours pas ses crimes et cela ne répare toujours pas la souffrance que Matthew a écrite. Les victimes du juge suédois Matthews pourraient recevoir comme si les gouvernements du monde entier s'engageaient à trouver et à effacer les caches de contenu d'exploitation d'enfants en ligne. Certains disent qu'il est impossible qu'une fois que quelque chose est en ligne, il le soit toujours. Mais ce n'est tout simplement pas suffisant. Il y a longtemps, les bandits de la frontière occidentale ont été amenés à guérir par le travail acharné de bons hommes courageux, et à moins que l'humanité ne trouve le courage et la détermination de faire enfin face à une menace aussi insidieuse, les prédateurs comme Matthew auront toujours un endroit où se tourner pour nourrir les anges mineurs de leur nature. Un jour ensoleillé de juillet 2018, la vie paisible d'Alexis Bérard, une jeune femme de 18 ans vivant à Mont-Tremblant, au Québec, allait basculer de façon inimaginable. Assise derrière le volant de sa toute nouvelle voiture rouge cerise, une Volkswagen Jetta, cadeau de ses parents pour avoir brillamment réussi son examen de conduite, Alexis profitait de l'été en compagnie de son petit ami, Julien Larocque. Le jeune couple, ensemble depuis quelques mois, savourait leur liberté retrouvée et l'insouciance estivale. Cependant, après un arrêt pour manger un morceau, le téléphone d'Alexis se mit à vibrer. En voyant l'affichage indiquant « Appel inconnu »,
Elle répondit par curiosité. À l'autre bout du fil, une voix grave se présenta comme étant celle d'un enquêteur de la gendarmerie de Mont-Tremblant. À sa grande surprise, il lui demanda de se rendre au poste de police dès que possible. Prise de panique, Alexis demanda pourquoi elle était convoquée. L'enquêteur tenta de la rassurer en lui expliquant qu'elle n'avait rien fait de mal, mais que sa présence au poste était nécessaire pour des raisons urgentes. Sans attendre, Alexis conduisit jusqu'au commissariat. À son arrivée, elle fut conduite dans une salle d'interrogatoire par des agents qui semblaient agir avec une inquiétante urgence. Confuse et terrifiée, Alexis insista pour dire qu'il devait s'agir d'une erreur. Mais lorsqu'un des enquêteurs lui expliqua enfin la raison de son appel, son monde s'écroula. Avec des mots mesurés, on lui révéla qu'une menace sérieuse et crédible pesait sur sa vie. Lorsqu'elle demanda qui voulait attenter à sa vie, les enquêteurs durent admettre qu'ils n'avaient aucune idée de l'identité de la personne en question. Ce qu'ils savaient, en revanche, c'était que quelqu'un avait engagé un tueur à gages sur le dark web via un site appelé Kimura Hitman. Quelques semaines avant cet appel fatidique, un utilisateur nommé Mastermind 365 s'était connecté à ce site en utilisant un navigateur Tor, un outil permettant de masquer son identité en ligne. Dans un premier message, l'utilisateur demanda s'il était possible d'organiser un enlèvement plutôt qu'un meurtre. L'administrateur du site répondit que cela était faisable, mais précisa que les coûts seraient bien plus élevés en raison des risques supplémentaires associés au maintien de la victime en vie. Après plusieurs jours de réflexion, Mastermind 365 changea d'avis et opta pour une exécution sommaire, assurant ainsi qu'Alexis n'aurait aucune chance de survie. Le commanditaire envoya plus de 5 000 $ canadiens en Bitcoin au portefeuille numérique du site, accompagné d'une photo numérique d'Alexis. Ce soir-là, Alexis rentra chez elle sous escorte policière. Les agents lui expliquèrent que le contrat venait tout juste d'être passé, ce qui signifiait qu'elle avait probablement 1 à 2 semaines avant que le tueur à gages n'entre en action. Prévenu à temps, Alexis et sa famille prirent des mesures drastiques pour sa sécurité. Ses parents firent installer un système de surveillance sophistiqué à la maison, et Alexis s'équipa d'une bombe de gaz poivrée de qualité militaire. Elle s'inscrivit également à des cours de MMA pour apprendre à se défendre. Julien, son petit ami, acheta un couteau de pêche particulièrement grand et aiguisé au cas où le gaz poivré ne suffirait pas. L'affaire attira rapidement l'attention des autorités fédérales. Des agents du Service canadien du renseignement de sécurité et de la Gendarmerie royale du Canada rejoignirent l'enquête. Les enquêteurs demandèrent à Alexis si elle avait récemment eu des conflits avec quelqu'un. Elle parut d'abord perplexe, mais soudain, un détail lui revint en mémoire. Quelques mois plus tôt, elle avait rompu une relation virtuelle avec un jeune homme français nommé Adrien Fournier, qu'elle avait rencontré sur un site de discussion. Bien qu'il ait semblé accepter sa décision, son comportement avait été étrange. Alexis était cependant persuadée qu'Adrien n'aurait jamais pu aller aussi loin. Elle décrivit Adrien comme une personne sensible, incapable de supporter la vue du sang et qui évitait même les films violents, qu'il trouvait trop intenses. Les agents notèrent son nom et assurèrent Alexis qu'ils allaient approfondir cette piste. Mais dans les jours qui suivirent, la santé mentale et physique d'Alexis commença à se dégrader. « Je regardais constamment par-dessus mon épaule », confia-t-elle. « Je surveillais chaque personne qui semblait me fixer. Je vérifiais derrière et sous ma voiture. À ce stade, il est naturel de se demander comment un petit commissariat local a pu être informé d'un complot aussi effrayant visant à assassiner Alexis Bérard. On pourrait supposer que c'est le Service canadien du renseignement de sécurité, la Gendarmerie royale du Canada, ou même une agence de renseignement étrangère qui a transmis l'information. Mais la vérité est qu'une seule personne mérite la gratitude d'Alexis pour cet avertissement. Un hacker connu sous le nom de Chris Montero. Chris est mentionné dans une autre affaire retentissante, celle de l'enlèvement de Chloé Eiling, où il a prouvé que le groupe Black Death, censé être un réseau international de traite d'êtres humains, était une pure fiction. Mais ce n'est pas la seule enquête exceptionnelle de Chris.
Hacker éthique, ou White Hat, Chris passe beaucoup de temps à explorer les coins les plus sombres du dark web pour y dénoncer des activités criminelles. Une nuit, lors de ses investigations, il tomba sur un site appelé Bessa Mafia, qui prétendait offrir les services de tueurs à gages professionnels, souvent des anciens militaires, en échange de sommes importantes en bitcoin. Le site Bessa Mafia ne se limitait pas au meurtre. Pour un prix approprié, un utilisateur pouvait également commander des passages à tabac, des tortures, des enlèvements ou même des violences sexuelles. La durée nécessaire pour accomplir la tâche était le seul facteur variable. Visuellement, le site était à peine plus élaboré que d'autres plateformes similaires du dark web que Chris avait croisées auparavant. Comme souvent, il supposa que tout cela n'était qu'une escroquerie. Certains de ces sites n'étaient que des blagues mal conçues par des étudiants en informatique, tandis que d'autres étaient des arnaques cherchant à extorquer des sommes d'argent à des personnes désespérées ou crédules. Chris écrivit un article de blog dénonçant le site comme une fraude complexe avant d'aller se coucher. Mais le lendemain matin, il reçut un email étrange. L'expéditeur, se faisant appeler Yura, prétendait être l'administrateur de Bessa Mafia. Curieusement, au lieu de le menacer, Yura proposa à Chris l'équivalent d'1 millier de dollars en bitcoin pour qu'il supprime son article critique. Chris, pensant que l'offre était une arnaque, refusa. Cependant, quelques jours plus tard, un autre email arriva, cette fois envoyé depuis une adresse différente. Encore une fois, l'expéditeur se présenta comme Yura, mais cette fois-ci, il contenait un lien vers une vidéo YouTube. Intrigué, Chris cliqua sur le lien. Il fut redirigé vers une vidéo montrant une voiture abandonnée sur ce qui semblait être un terrain vague. Une silhouette masquée et encapuchonnée s'approcha du véhicule, l'aspergea d'essence et y mit le feu. Ensuite, la figure masquée se rapprocha de la caméra et tint une petite note écrite à la main devant l'objectif. On pouvait y lire « Dédicace à Pirate London ». Pirate London était une référence directe au blog de Chris, Pirate.London, où il documentait ses enquêtes sur la cybercriminalité. Bien que la connexion fût simple à établir, Chris avoua avoir été profondément secoué par cette réponse. Déterminé à ne pas se laisser intimider, il s'engagea à faire fermer le site Bessa Mafia. Chris réussit à faire tomber la première version du site, mais fut déconcerté lorsqu'une nouvelle version apparut seulement quelques jours plus tard. Sans se décourager, il continua à travailler pour neutraliser cette deuxième version, qu'il parvint également à faire fermer. Cependant, Yura diversifia ses activités. Il créa 2, puis 3 sites supplémentaires. Bientôt, ces plateformes pour tueurs à gages se multiplièrent à un rythme que Chris avait du mal à suivre. Leur point faible était leur fonctionnement similaire. Chaque site demandait aux utilisateurs de créer un compte anonyme lié à un portefeuille de crypto-monnaies actif. Les utilisateurs pouvaient ensuite choisir parmi un menu déroulant proposant différents types de violences, chacune avec des options de personnalisation et des tarifs variés. Après avoir fait leur choix, ils devaient fournir l'adresse de leur cible, ainsi qu'une photo récente pour identification. Ensuite, il ne leur restait plus qu'à attendre que la transaction soit finalisée. De manière étrange, les sites de Yura fonctionnaient comme n'importe quelle entreprise en ligne. Ils comprenaient même une section de recrutement, où des aspirants tueurs à gages pouvaient envoyer leur CV pour espérer être engagés. Le site Bessa Mafia, administré par le mystérieux Yura, comportait une section FAQ, foire aux questions, où les clients pouvaient poser toutes sortes de questions. Une question récurrente était « Acceptez-vous de tuer des femmes ?» La réponse, terrifiante, était « Bien sûr, mais certains de nos contractuels pourraient refuser. Merci de comprendre si cela cause des retards dans l'exécution de votre demande. » Un tel agencement donnait au site un air irréel, presque caricatural. Pour beaucoup, il était facile de rejeter le travail de Yura comme une escroquerie complexe ou une fiction intrigante. Mais même aujourd'hui, il n'a jamais été confirmé si Yura était un véritable tueur ou un simple manipulateur du web. Ce qui est certain, c'est que les clients cherchant à utiliser ces services étaient bien réels. En février 2016, un utilisateur se connecta au site Bessa Mafia sous le pseudonyme Dog Day God. Après avoir chargé plus de $6 000 en crypto-monnaie sur son portefeuille numérique,
Il passa une commande pour l'assassinat d'une femme d'âge moyen vivant à Saint-Lambert, une banlieue cossue de Montréal. Sa demande ne comportait qu'une simple instruction. « Je veux qu'elle soit morte. » La cible était une dresseuse de chiens nommée Aline Archambault, et Doug Daygod envoya à Yura autant d'informations qu'il pouvait sur elle. Son lieu de travail, l'école où allait son fils, et les habitudes quotidiennes de son mari, un informaticien nommé Étienne Archambault. Yura proposa de maquiller cela en un accident, peut-être un délit de fuite ou un incendie accidentel. Mais, au jour prévu pour l'exécution du plan, rien ne se passa. Doug Daygod envoya une sorte de lettre de réclamation à Yura, lui demandant pourquoi lui et ses hommes échouaient constamment. « Peu importe la date ou la méthode », écrivit-il. « Vous avez sa photo et son adresse. Alors faites ce qu'il faut pour accomplir cette tâche. Je demande seulement que vous vous concentriez sur elle et non sur le père ou l'enfant, car cet enfant est l'ami de notre fils, et je ne veux pas le laisser orphelin. » Quelques mois plus tard, un hacker éthique réussit à pénétrer l'un des sites de Yura et transmit toutes les données récoltées directement à la Gendarmerie royale du Canada. Parmi ces informations figurait le nom d'Aline Archambault. Les agents se précipitèrent à son domicile pour l'avertir du danger imminent, en lui assurant que des mesures de sécurité seraient renforcées. Comme la famille Bérard, la famille Archambault installa un système de sécurité sophistiqué. Étienne, le mari d'Aline, acheta également une arme à feu et apprit à s'en servir. À première vue, Aline devait se sentir en sécurité. Son mari faisait tout pour la protéger, et bien qu'acheter une arme fût inhabituel pour lui, cela montrait à quel point il tenait à sa sécurité. Pourtant, quelques mois plus tard, ce même mari aimant approcha Aline, sortit l'arme qu'il avait appris à manipuler avec précision, et lui tira une balle dans la tête. Pendant des années, Étienne Archambault avait entretenu des relations extra-conjugales sur un site de rencontre discrète nommé Ashley Madison. Désespéré de vouloir divorcer mais incapable de le faire en raison de sa position dans une communauté religieuse stricte, il contracta une assurance vie de 700 000 $ sur Aline. Puis, il créa un compte sur le site de Yura et utilisa le pseudonyme Doug Daygod. Les échanges entre Étienne et Yura furent une pièce maîtresse dans l'enquête sur la mort d'Aline. Après lui avoir tiré dessus, Étienne tenta de faire passer la mort de sa femme pour un suicide. Mais les journaux de discussion prouvèrent le contraire. En janvier 2018, Étienne fut reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. Cependant, cette condamnation ne fut pas facile à obtenir. Il apparut que le FBI et d'autres agences américaines refusaient parfois d'accepter des informations fournies par des hackers britanniques ou européens, préférant renvoyer ces pistes vers des agences nationales. Certaines de ces agences, quant à elles, refusaient d'utiliser des preuves obtenues par des moyens jugés illégaux. En février 2017, Chris Montero, le hacker qui avait exposé les agissements de Yura, fut victime de représailles. Son appartement fut perquisitionné par une équipe lourdement armée et il fut arrêté pour suspicion d'être le véritable administrateur de Bessa Mafia. Cela faisait partie d'une vengeance mesquine orchestrée par Yura, qui avait faussement suggéré que Chris était le cerveau derrière Bessa Mafia. Ce fut un hacker éthique, un white hat, qui relia les informations du site de Yura à l'identité réelle de Chris Montero. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, Chris fut arrêté et menotté. Il passa 2 nuits en cellule avant que la police ne réalise son erreur, mais le mal était fait. Yura venait de prouver jusqu'où il était capable d'aller. Dans les semaines qui suivirent l'avertissement donné à Alexis Bérard, elle n'entendit presque plus parler ni de la police locale, ni des autorités fédérales, qui lui avaient promis des patrouilles renforcées dans son quartier. Cependant, Alexis remarqua peu d'activités policières supplémentaires. Elle se sentait seule et totalement vulnérable. L'incertitude et la peur finirent par peser lourdement sur sa vie. En proie à un stress constant, Alexis abandonna son collège communautaire et quitta son emploi dans un cinéma local. « Je ne pouvais plus rester seule. Je ne pouvais plus conduire seule. On m'avait retiré toute ma liberté, » expliqua-t-elle. La seule place où elle se sentait en sécurité était chez son petit ami Julien, à Mont-Tremblant.
Les heures de temps libre accumulées par Alexis à cause de sa situation l'amenèrent à remettre en question sa conviction initiale selon laquelle son ex-petit ami ne pouvait pas lui vouloir du mal. Adrien Fournier, un comptable français de quelques années son aîné, avait semblé accepter leur rupture quelques mois plus tôt. Il semblait mature, avec une carrière stable et de nombreuses raisons de profiter de la vie, mais il était aussi le seul homme avec qui Alexis avait eu un conflit récemment, et il avait les moyens financiers nécessaires pour organiser quelque chose de sinistre. En mars 2018, Adrien avait pris l'avion depuis Paris pour rendre visite à Alexis. Au début, tout se passa bien, mais au fil des jours, Adrien se montra dominateur, capricieux et émotionnellement manipulateur. Lorsqu'Alexis lui proposa de sortir avec ses amis, il refusa. Puis, après avoir fait des commentaires sarcastiques, il se mit en colère lorsqu'elle décida de sortir sans lui. De plus, les parents d'Alexis, qui avaient été assez généreux pour l'accueillir pendant son séjour, furent traités avec indifférence et manque de respect par Adrien. À la fin de la semaine, Alexis en eut assez. En l'accompagnant à l'aéroport pour son vol retour, elle lui annonça qu'elle souhaitait mettre fin à leur relation. « J'ai été très claire en disant que je ne voulais plus être avec lui », se souvient-elle. Mais Adrien insista, affirmant qu'elle faisait une erreur et essayant de la culpabiliser en disant qu'il ne trouverait jamais quelqu'un d'autre. « C'était profondément manipulateur », dit-elle. Au final, ce qui fit changer d'avis Alexis concernant Adrien fut une série de preuves accablantes. L'utilisateur Mastermind 365, celui qui avait commandité son meurtre sur le dark web, avait une manière bien distincte d'écrire. Il écrivait systématiquement « thank you » comme un seul mot, une habitude caractéristique de l'anglais britannique. Deuxièmement, Mastermind 365 avait tenté d'acheter une arme illégale sur le dark web, alors qu'il aurait pu le faire légalement s'il avait été citoyen américain. Mais le plus accablant restait le fait que Mastermind 365 avait changé d'avis à propos d'un enlèvement, préférant passer à un assassinat, le même jour où Alexis avait mentionné son nouveau petit ami à Adrien. Ces éléments, réunis, formaient un puzzle digne des intrigues les plus astucieuses d'un épisode de Columbo. Pourtant, à la surprise générale, aucune charge ne fut retenue contre Adrien Fournier, ni contre les administrateurs du site Bessa Mafia. On pourrait penser que de nombreux sites de tueurs à gages en ligne ne sont que des escroqueries, mais il existe des preuves accablantes démontrant que certains d'entre eux sont tristement bien réels. En juin 2018, un soldat de 21 ans, le caporal Brian Nadeau, fut retrouvé mort sur un terrain de baseball rural près de Lévis, au Québec. La cause de son décès, une seule balle dans la tête, avec l'arme du crime laissée sur les lieux. Les enquêteurs locaux conclurent rapidement à un suicide. Mais il y avait un problème. Le nom du caporal Nadeau figurait sur une liste de cibles liées au site de Yura, un administrateur notoire du dark web. Quelques semaines avant sa mort, un utilisateur sous le pseudonyme Tunebib avait versé à Yura l'équivalent de 6 500 $ en bitcoin pour ordonner l'assassinat de Nadeau. Cela suggérait que Yura et son organisation étaient directement responsables de cette mort. De plus, il était possible que le commanditaire ait payé plusieurs tueurs à la fois, en ligne et hors ligne, pour garantir que le meurtre soit exécuté. Peu avant sa mort, Brian Nadeau avait désigné une amie proche comme seule bénéficiaire de son assurance vie. Pour des raisons légales, cette femme n'a jamais été identifiée publiquement. Cependant, le père de Brian s'est interrogé ouvertement. Son fils s'était-il réellement donné la mort, ou y avait-il une explication bien plus sombre à cet événement tragique? Des assassinats commandités via le dark web ne se limitent pas au Canada. À l'autre bout du monde, le 12 mars 2019, 2 adolescents russes furent arrêtés pour le meurtre d'un officier de police réputé à Moscou. Cet officier était connu pour ses efforts acharnés contre les trafiquants de drogue. Comme dans le cas de Brian Nadeau, le meurtre de l'officier moscovite n'a jamais été directement lié aux plateformes gérées par Yura. Cependant, des journalistes russes ayant enquêté sur l'affaire révélèrent que les tueurs avaient été payés anonymement en bitcoin et n'avaient jamais rencontré leur commanditaire.
Ce dernier cas est particulièrement troublant. Bien que l'identité du client demeure inconnue, les preuves montrent sans ambiguïté qu'il existe bel et bien des services en ligne qui offrent un menu d'assassinat, d'enlèvement et de violence brutale. Si les forces de l'ordre éprouvent autant de difficultés à démanteler ces plateformes que pour d'autres repères illégaux du dark web, elles risquent de persister encore longtemps, continuant à exploiter les coins les plus sombres de l'humanité. Née le 17 juillet 1997, Chloé Ayling a grandi dans la banlieue sud de Londres à Colston. Elle a été élevée par une mère célibataire qui a travaillé dur pour s'assurer que sa fille avait tout ce dont elle avait besoin pour s'épanouir, et à la fois son éducation et sa vie sociale. Après avoir excellé à ses examens de GSC à l'âge de 16 ans, Chloé a continué à étudier la psychologie, les affaires et le droit dans un collège local de 6e année. Elle a dit à sa mère qu'elle aspirait à devenir avocate, mais fin 2014, Chloé est tombée enceinte et a abandonné l'école. C'était une jeune femme en crise. En tant que nouvelle mère enceinte, elle n'avait aucune perspective et un avenir profondément incertain. Mais en même temps, Chloé était profondément engagée à offrir un avenir prospère à elle-même, à sa mère et à son enfant, à naître ayant apprécié l'athlétisme et l'entraînement physique pendant ses études. Chloé a décidé de poursuivre une qualification accélérée en sciences du sport, qui lui ouvrirait la porte à un travail agréable et à des salaires décents. Mais pendant sa période d'études, elle avait été approchée par un agent de mannequin qui lui a proposé de constituer un portfolio après un certain nombre de succès très. Elle a signé avec la prestigieuse agence de mannequins britannique, dirigée par le célèbre Phil Green, 56 ans, a fondé l'agence de mannequins au nom peu créatif en 1987 et a été accusée une fois d'être un peu plus qu'un proxénète de la haute société, après avoir admis avoir organisé des fêtes impliquant de riches célébrités et les filles qu'il payait. Green a depuis insisté sur le fait qu'il n'y avait rien d'inapproprié dans ces fêtes, et une brève enquête policière a conclu que bien que quelque peu louche, ces actions n'avaient enfreint aucune loi. Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si sa pension pour avoir pris des dispositions n'a pas joué un rôle dans le sort de la nouvellement signée Chloé Ayling, 20 ans, a reçu en mars 2017 un appel téléphonique d'un homme se faisant appeler André Lazio, qui souhaitait embaucher l'un de ses modèles pour une séance photo à Paris. Green a décidé que Chloé était la meilleure fille pour le travail, et début avril, il l'a envoyée à Paris pendant quelques jours pour terminer la séance photo, mais quelques heures avant le début de la séance, Lazio a contacté Green pour annuler et s'est excusé abondamment mais a promis de rappeler dans quelques mois une fois que le tournage pourrait être réorganisé. Green était mécontent de l'annulation, mais Lazio s'est montré fidèle à sa parole et en juillet de la même année, il a rappelé pour une autre proposition, cette fois dans la ville italienne de Milan, le 12 juillet 2017. Green a accepté l'arrangement, mais il y avait un petit problème. Il n'y avait pas d'André Lazio, et Green avait par inadvertance entraîné sa cliente dans l'une des épreuves les plus pénibles de toute sa vie, lorsque Chloé n'est pas rentrée chez elle à la date prévue. Sa mère terrifiée a contacté M. Green pour lui faire part de ses craintes. M. Green a ensuite tenté de contacter le fictif André Lazio, mais aucun de ses appels n'a reçu de réponse le lendemain matin. M. Green a remarqué un email non lu dans sa boîte de réception, et en l'ouvrant, sa mâchoire est tombée par terre. L'email indiquait que Chloé était désormais la propriété d'une organisation connue sous le nom de Black Death Group, en collaboration avec la famille de Chloé. M. Green avait 72 heures pour déposer 300 000 € de crypto-monnaie dans un portefeuille en ligne, sinon elle serait vendue aux enchères. En route vers le plus offrant via une vente aux enchères d'esclaves sur le dark web, la seule signature sur l'email était MD. Un Phil Green horrifié a immédiatement contacté le consulat britannique à Milan et a demandé une assistance immédiate pour sauver son client en péril, puis en coordination avec des diplomates britanniques. La police italienne a mené une descente sur la propriété, qui serait le studio de photographie d'André Lazio. Une fois à l'intérieur, les officiers ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'un studio mais plutôt d'un appartement exigu et sale. Sans électricité ni eau courante. L'endroit était vide et semblait avoir été abandonné depuis un certain temps, s'entassaient dans le coin de la chambre, plusieurs vêtements qui ont tous été rapidement confirmés comme étant ceux de Chloé. Pour certains, c'était une évolution encourageante.
Si ces allées et venues pouvaient être suivies, ce n'était qu'une question de temps avant que Chloé ne soit renvoyée chez elle. Pourtant, les enquêteurs avaient une perspective très différente. Vous voyez bien que certains des biens de Chloé aient été récupérés. Il n'y avait aucune autre preuve médico-légale ou numérique récupérée dans l'appartement. Il n'y avait pas d'adresse à jalonner, pas de numéro de téléphone à écouter, pas de personne d'intérêt à surveiller, rien à toute fin utile. Chloé Hélier avait tout simplement disparu de la surface de la Terre. Mais moins d'une semaine après sa disparition, les enquêteurs furent stupéfaits lorsqu'une jeune femme entra dans le consulat britannique à Milan. Ils reconnurent instantanément la jeune femme échevelée. C'était Chloé Ayling. Elle était en compagnie d'un programmeur informatique polonais de 30 ans nommé Lukas Herba, qui vivait auparavant au Royaume-Uni, mais qui, au moment de la disparition de Chloé, prétendait vivre à Rome. Tous deux furent emmenés dans des pièces différentes et longuement interrogés par la police. Puis, au fur et à mesure que les entretiens se déroulaient, l'histoire qui en ressortit n'était rien de moins qu'absurde. Après avoir été conduite dans une petite salle d'interrogatoire, Chloé se souvint des événements du jour où elle avait disparu après s'être réveillée dans le canot, l'appartement exigu qui lui avait été attribué. Chloé fut informée qu'un taxi arriverait la chercher dans l'heure. Elle s'était déjà plainte auprès de Phil Green de l'état de son logement, mais on lui dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Tous les hôtels locaux étaient complets, et à moins qu'elle ne trouve son propre logement, Chloé devrait se contenter de le logement fourni. C'est seulement pour une nuit, Green aurait dit, juste de faire le shooting. Sois payé, puis après ton retour, nous n'aurons plus à travailler avec eux à contre-cœur. Chloé a accepté de continuer le plan, et après l'arrivée de son taxi, elle a été conduite dans un entrepôt isolé, juste à l'extérieur de Milan. Pour certains, le choix de l'emplacement les aurait immédiatement frappés comme suspects. Mais pour le mannequin glamour Chloé, il n'y avait rien d'extraordinaire. Beaucoup de ses précédentes missions de mannequinat ont eu lieu dans des espaces inhabituels, tels que des entrepôts désaffectés ou des bureaux abandonnés, et sembleraient être une coquille déserte. À l'extérieur, c'était en fait une ruche d'activité à l'intérieur, avec des décors blancs immaculés, entourés de milliers de dollars d'appareils photo et d'équipements d'éclairage. Mais à cette occasion, quand Chloé est entrée dans l'entrepôt, elle a été accueillie par un silence absolu, des morceaux de papier A4, fraîchement imprimés, avec le mot « séance photo » écrit dessus, l'ont dirigée vers un petit bureau au centre de l'entrepôt, et après avoir frappé à la porte, Chloé a soudainement entendu quelqu'un se précipiter derrière elle quand j'ai senti une main gantée sur ma bouche et mon nez. J'ai paniqué. Elle a dit plus tard que ma tête était maintenue en arrière. Un autre bras me plaquait autour du cou. Puis, j'ai vu un autre homme, masqué, se précipiter devant moi avec une aiguille. J'ai essayé de lutter, mais je n'ai pas pu. Il a attrapé mon bras droit, l'a remonté dans ma manche, puis a été jeté au sol. L'homme masqué était au-dessus de moi. La seringue transperçait ma peau. Et c'est la dernière chose dont je me souviens. Quelque temps plus tard, Chloé s'est réveillée et a fait l'obscurité totale et a rapidement réalisé qu'elle ne pouvait pas bouger. Elle était toujours incroyablement désorientée par les sédatifs qu'on lui avait injectés de force, et il est possible que ce soit la seule chose qui l'ait empêchée de souffrir d'une grave crise de panique. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle était confinée dans un espace terriblement contraignant, il y avait un matériau caoutchouteux noir tout autour de moi, et j'ai vite réalisé que j'étais dans une sorte de sac. Chloé a dit plus tard que j'avais essayé d'ouvrir la bouche, mais je n'avais pas pu. Il y avait du ruban adhésif dessus. J'ai finalement réussi à le retirer pour pouvoir respirer correctement. Mais c'est ainsi que j'ai réalisé qu'il y avait du métal autour de mes poignets et de mes chevilles. Ils avaient été menottés aussi. Chloé se rappela plus tard que devant elle se trouvait un petit trou dans le tissu de ce dans quoi elle était emprisonnée. Elle pressa ses mains ensemble et força ses bras à se lever jusqu'à ce que le bout de ses doigts l'atteigne. Puis de toutes ses forces, elle poussa en regardant l'ouverture s'élargir avec juste le plus petit effort. C'était une fermeture éclair, et alors qu'elle se libérait lentement des limites du sac, Chloé réalisa qu'elle était dans le coffre d'une voiture en mouvement. J'ai essayé de faire du bruit pour essayer d'attirer l'attention du conducteur, se rappela-t-elle. Alors je donnais des coups de pied et je hurlais à tue-tête. Ça a marché. Et Chloé sentit bientôt la voiture s'arrêter. Elle entendit alors 2 grands coups,
Alors que les portes côté conducteur et côté passager s'ouvraient et se fermaient, la prochaine chose qu'elle sut, c'était une lumière et de l'air frais alors que le coffre dans lequel elle était retenue prisonnière s'ouvrit soudainement, mais en regardant en arrière-plan par le ciel nocturne, se trouvaient ses deux ravisseurs masqués, alors que des larmes remplissaient ses yeux et sa voix secouée de terreur. Chloé a exigé que les hommes lui disent ce qui se passait. Aucun n'a répondu. Ils ont simplement réappliqué le ruban adhésif autour de sa bouche, ont resserré ses menottes, puis l'ont poussée dans le sac de sport dont elle venait de s'échapper. Quelque temps plus tard, la voiture s'est arrêtée à nouveau, mais cette fois, une fois que ses ravisseurs ont ouvert le coffre, Chloé s'est rendu compte qu'ils l'avaient conduite dans un endroit très isolé, loin de toute autoroute principale. La première fois que le coffre s'est ouvert, elle a détecté la faible lueur orange des lampadaires. La deuxième fois, il n'y avait rien d'autre que le ciel étoilé pour l'accueillir alors qu'elle était traînée hors du coffre. La terreur de l'incertitude était écrasante. Chloé a de nouveau arraché le ruban adhésif de sa bouche et a commencé à supplier ses ravisseurs de leur dire où ils étaient. « Tu ne seras pas blessé, c'est tout ce qu'ils ont dit. » Puis, selon Chloé, ils ont fait semblant de ne pas savoir où elle était emmenée. « J'ai commencé à pleurer, » a-t-elle dit plus tard. « Tout m'a frappé d'un coup et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pleuré pour ma mère et pour mon petit garçon. Je ne savais pas si je les reverrais un jour. » Chloé a été emmenée dans quoi semblait être une sorte de ferme, puis a passé sa première journée et sa première nuit menottée à un tuyau d'eau dans le sous-sol. Elle a été nourrie avec un minimum de nourriture et d'eau, et a beaucoup souffert des effets résiduels des sédatifs qu'on lui avait administrés, qui se sont révélés plus tard être de la kétamine lors de sa deuxième nuit. L'un de ses ravisseurs est réapparu, mais cette fois, il ne portait pas de masque. Il avait un visage de garçon, les cheveux coupés courts et des yeux bleu vert pâle. Puis alors qu'il s'approchait de Chloé, a commencé à trembler de terreur. Mais à son infini soulagement, l'homme est apparu pour la rassurer dans un anglais approximatif, puis lui a demandé si elle voulait partager son lit pour la nuit. « Je ne vais pas dire non, je voulais rester menottée dans les meubles. » Elle a dit plus tard que je ne m'opposerai jamais à quelque chose qu'il veut que je fasse pendant ce temps, parce que je ne voulais pas le contrarier ou le mettre en colère. Pourquoi serais-je méchant avec lui, alors qu'il était mon seul moyen de s'en sortir pour assurer sa survie? Chloé a dit qu'elle avait une stratégie de près lorsque son ravisseur sympathisait. Elle n'avait pas besoin de simuler les larmes qu'elle pleurait pour son fils en bas âge. De retour à la maison, il se demandait où maman pleurait pour elle, et après avoir partagé cela à plusieurs reprises avec son ravisseur sans masse, il a commencé à afficher une sympathie évidente pour elle. Puis bizarrement, le ravisseur sans nom de Chloé lui a demandé si elle serait intéressée à sortir avec lui. La question l'a horrifiée, mais elle l'a astucieusement utilisée à son avantage. De toute évidence, je n'étais pas intéressé, mais je devais faire comme si c'était le cas. Elle a expliqué que c'était la seule chose sur laquelle je devais me concentrer pour sortir. Je détestais les drames à l'école, je suis trop timide pour ça, mais que pouvais-je faire d'autre? Elle a dit à l'homme qu'à l'avenir, si elle était libérée saine et sauve, elle pourrait peut-être se voir sortir avec lui. L'homme est devenu visiblement excité à l'idée, puis voyant son opportunité, Chloé a demandé à l'homme son nom. « Je m'appelle Lucas. » Il a répondu « Lucas Serba ». Chloé ne s'en est pas rendu compte, mais elle avait déjà vu ce nom auparavant. En fait, elle a rencontré Lucas en personne quelques mois avant sa capture, mais en raison du stress de son expérience, ces petits faits resteraient au-delà de ses souvenirs. Mais lorsque Lucas a finalement décidé de le lui rappeler, c'était un moment d'une signification effrayante. 6 jours après le début de la captivité de Chloé, Wukas descendit au sous-sol, où elle était retenue, et verrouilla la porte derrière lui. Ils avaient l'air effrayés. Chloé craignait le pire, et alors qu'il commençait à parler, elle s'accrocha à chaque mot comme si sa vie en dépendait. En réalité, leur première rencontre avait eu lieu 3 mois et demi plus tôt, lors de la débâcle de la séance photo annulée à Paris. En apprenant l'annulation, Chloé fut assurée que quelqu'un était en route pour lui donner de l'argent pour un taxi et un billet d'avion, et que cet homme était Lucas Sarba. Lucas a ensuite expliqué qu'il était un membre du groupe Black Death, un réseau de passeurs roumains violents. Chloé a commencé à paniquer,
Mais Lucas n'a pas tardé à la rassurer en affirmant qu'elle n'allait pas être vendue comme esclave, car il voulait quitter l'organisation, mais pour ce faire, il avait besoin de réunir 300 000 € pour acheter sa liberté, et c'est là que Chloé est intervenue à l'origine. Il avait reçu l'ordre de la kidnapper en avril où ils s'étaient rencontrés à Paris, mais avait refusé ses ordres en apprenant que Chloé était une mère célibataire selon Lucas. Ses supérieurs le réprimandèrent sévèrement pour son insolence et se mirent à organiser une autre tentative d'enlèvement. Lucas prétendit qu'il avait supplié pour la rédemption et qu'il avait ainsi été autorisé à occuper un poste dans l'escouade d'enlèvement de Milan afin de regagner la faveur de son patron, mais à leur insu, il avait d'autres plans après avoir expliqué sa position à Chloé. Lucas expliqua clairement qu'il était dans son intérêt d'aider à sécuriser l'argent de la rançon. Un seul de ses collègues de Black Death savait où ils étaient, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne ait revenu et a compris son plan. Si cela se produisait, Lucas serait tué et Chloé serait immédiatement vendue en esclavage où un sort pire que la mort l'attendait. Lucas a même expliqué que dans un cas, un client qui s'était ennuyé de son achat l'avait nourri au tigre comme une forme de divertissement. Naturellement, Chloé était paralysée par la peur, et bien qu'elle puisse pratiquement goûter à sa liberté, elle a maintenu son vernis de conformité douce et maniérée. Lorsque Lucas a demandé qui pourrait avoir l'argent pour payer sa rançon, Chloé a répondu avec les noms de 3 hommes plus âgés dont les identités n'ont jamais été rendues publiques, et c'est à ce moment-là que Lucas a envoyé un email à Phil Green exigeant les 300 000 € sous le pseudonyme MD. Il a également inclus les noms des hommes que Chloé avait répertoriés comme étant capables de payer la rançon. L'un de ces hommes aurait pu avoir 30 000 € immédiatement à portée de main et pourrait les convertir en crypto-monnaie puis les déposer sur le compte choisi par Waukesha dans le délai de 72 heures. L'offre était loin des 300 000 nécessaires pour assurer la liberté de Chloé. Mais bizarrement, Lucas a choisi de la libérer quand même. Mais il avait un certain nombre de conditions. Non seulement il aurait besoin de 50 000 € supplémentaires en Bitcoin. Chloé serait responsable de la diffusion de l'information sur le groupe de la peste noire au Royaume-Uni, essentiellement comme moyen de répandre la peur par la propagande. Il a prétendu avoir fait un compromis avec les supérieurs qui avaient établi un nouvel ensemble de conditions pour son départ du groupe. Chloé a accepté toutes ces conditions, sachant qu'elle abandonnerait ses promesses lorsqu'elle serait de retour en toute sécurité au Royaume-Uni. Une fois que Chloé a juré d'obéir à ses ordres, Lucas l'a conduite à Milan avec l'intention de l'escorter au consulat britannique, mais avant cela, quelque chose d'assez inhabituel s'est produit. Lucas avait auparavant assuré à Chloé que toute tentative d'évasion de sa part serait vaine. La peste noire avait des agents partout, utilisant un système sophistiqué de signaux et de renseignements. La trouverait et la traquerait en quelques minutes, pas en quelques heures. Mais quand ils sont arrivés à Milan, le seul endroit vers lequel Chloé aurait gravité lors d'une éventuelle tentative d'évasion, Lucas semblait heureux de valser les places sans se soucier du monde. Il a emmené Chloé dans un café. Ils se sont précipités ensemble, puis il lui a acheté une paire de chaussures comme une sorte de cadeau d'adieu bizarre. Après cela, Lucas l'a raccompagné au consulat britannique, totalement sous l'impression qu'il serait libre de simplement s'en aller, après l'avoir déposé, même lorsqu'on lui a demandé d'entrer dans une salle d'interrogatoire. Lucas semblait parfaitement confiant qu'il n'avait rien fait de mal, mais comme nous le savons maintenant, rien n'aurait pu être plus éloigné de la vérité pourtant. Alors que l'interview de Chloé et Lucas se déroulait, la police a emmené ombrage avec un détail particulier. Elle a affirmé que tous ces nouveaux vêtements lui avaient été donnés à la ferme. Pourtant, quand on a découvert que les chaussures étaient un achat récent, la police a vérifié les images de vidéosurveillance, ils ont repéré Chloé et Lucas se tenant la main. Chloé avait négligé de dire toute la vérité concernant les événements de la journée, et à sa grande horreur, cela semblait jeter le doute sur toute son histoire. C'était la fin de l'interview, j'avais parlé pendant 12 heures, et je voulais juste partir. Chloé a dit plus tard, « Je pensais que ce serait un autre tas de questions et que ça traînerait encore plus longtemps. Donc je n'en ai tout simplement pas parlé après son retour à la maison. Il est devenu de plus en plus évident pour Chloé que de plus en plus de ceux qui enquêtaient sur son enlèvement pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de canular. C'était tellement grave que j'étais choqué d'avoir passé 12 heures
a donné autant de détails que possible qu'une seule chose que je ne mentionne pas, et il ne me croit pas. Elle a dit que j'étais en colère et frustré, et que je me suis effondré à son retour. Elle a été interrogée par un certain nombre de personnalités médiatiques de premier plan, dont l'une a ouvertement remis en question la véracité de son histoire. Personne ne peut dire que vous auriez dû agir d'une certaine manière. Comment sauriez-vous comment réagir? Tout ce que vous pensez vous libérera. Vous devez juste le faire. Elle a répondu, « Si vous refusez simplement de faire quoi que ce soit, ils disent que la plupart des gens ne s'en sortiraient pas vivants. J'aurais préféré avoir agi comme je l'ai fait et être ici maintenant plutôt que d'agir comme les gens disent que j'aurais dû le faire quand on m'a demandé pourquoi elle n'avait pas essayé de s'enfuir, dès leur arrivée à Milan. » Chloé répondit que je lui étais reconnaissante. Je comptais totalement sur cet homme, même à ce point où, lorsqu'il a voulu me déposer à 21 minutes du consulat, je ne pouvais pas supporter de penser à être séparé de lui parce que je pensais que d'autres membres de la peste noire m'auraient mis dans le temps qu'il fallait pour y aller à pied. Il semble que jusqu'à la fin, Chloé ait sincèrement cru que Wu Qish était membre du groupe insaisissable et terrifiant de la peste noire, mais encore une fois, la réalité n'aurait pas pu être plus éloignée de la vérité. Dans les semaines qui ont suivi le retour de Chloé et la tempête médiatique qui a suivi dans son sillage, le groupe de la peste noire a gagné plus de publicité qu'il n'aurait jamais pu le souhaiter. Il y avait juste un problème. Il n'existait pas, du moins pas sous la forme que Wu Qish avait décrite. Vous voyez, il y avait un groupe d'escrocs opérant sur le dark web vers 2016 qui s'appelait en effet le groupe de la peste noire, mais il n'était pas dans le secteur du trafic d'êtres humains et se concentrait davantage sur des choses comme l'escroquerie de cartes cadeaux Apple Store auprès de revendeurs de code Smalltime. Après un certain nombre de captures d'écran représentant Black, les sites web des groupes de la mort ont commencé à circuler au Royaume-Uni. Il est devenu évident qu'ils essayaient légitimement de vendre Chloé via une vente aux enchères sur le dark web. Mais encore une fois, cela s'est avéré être une fiction complète. La vérité est que Lucas a collaboré avec les membres du groupe Black Death pour créer des maquettes d'un site de vente aux enchères d'esclaves et a promis de les payer généreusement une fois son plan réussi. Il est tout à fait possible que ces mystérieux Darklings aient décidé de divulguer les captures d'écran une fois qu'ils ont appris qu'aucun argent ne leur était destiné. Le chercheur amateur en cybercriminalité et transhumaniste autoproclamé Chris Montero a écrit une démystification phénoménale du groupe Black Death sur son blog pirate.london. Il y prouve en détail que non seulement le groupe Black Death n'était guère inquiétant en termes de crimes qu'il avait commis, mais que son rôle dans l'enlèvement de Chloé a été gravement exagéré dans les semaines qui ont suivi son retour. Ce qui s'est passé ici était essentiellement un enlèvement très mal planifié et très mal exécuté, commis par un jeune homme dangereux, déséquilibré et égoïste lors de son procès. Lucas a semblé changer son histoire et a tenté d'exploiter les rumeurs d'un canular en prétendant que tout ce qu'il avait fait était d'essayer de booster la carrière de sa petite amie avec un faux scandale. Heureusement, le jury a vu clair dans sa défense, et le 11 juin 2018, il a été condamné à 16 ans et 9 mois de prison. Le frère de Lucas, Michael Urba, qui dirigeait une entreprise de logistique de transport appelée Air Trans Logistics Limited, a également participé à l'enlèvement sur la base de courriers électroniques et de preuves médico-légales. Il a été extradé du Royaume-Uni vers l'Italie en octobre 2018 et l'année suivante, il a été condamné à 16 ans et 8 mois de prison. L'histoire de l'enlèvement et de la séquestration de Chloé est l'une des plus complexes et alambiquées jamais couvertes sur cette chaîne. Comme nous l'avons déclaré, Chloé a été publiquement accusée d'avoir fabriqué son enlèvement afin de booster sa carrière, et bien que cela puisse être dit pour certaines autres célébrités ces dernières années, il est clair que Chloé ne mentait pas Wu Qish Urban dans une tentative pathétiquement égoïste de séduire une fille qu'il avait rencontrée pour la première fois sur Facebook et devenue la victime de son propre stratagème. Il croyait avoir trompé Chloé en lui faisant croire au pouvoir presque illimité du groupe Black Death, et dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais Wu Qish s'est fait tromper en retour par une fille qui avait utilisé ses ruses féminines et un jeu d'acteur plutôt convaincant afin d'obtenir sa libération éventuelle.
Dans un sens, ce que vous venez d'entendre est l'histoire de bluffs concurrents, et à son honneur, il semble que Chloé et Eileen étaient en quelque sorte à la fois la victime et la gagnante.